Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je suis aux rencontres astronomiques de printemps à Craponne-sur-Arzon et je suis avec Cyril qui a une aventure assez extraordinaire à nous raconter. Cyril a travaillé dans la société Astronomix qui avait racheté la société Clavé et il va nous raconter comment il a remis en état et fait finalement vivre cette histoire extraordinaire du télescope Clavius qui est un télescope absolument unique au monde. Clavé, c'était une société mythique en France qui a été fondée dans les années 50. Il va nous raconter aussi un petit peu cette histoire-là. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Permettez-moi, avant de commencer cet épisode, de vous présenter en quelques slides quelques éléments de compréhension. Vous pouvez voir ici le Clavius donc 480 de Cyril, ici, présenté à Monsieur Hubert Rive en personne, enchanté de découvrir un nouvel instrument, qui plus est de conception française. Alors, pourquoi un nouveau type d'instrument? Vous connaissez bien évidemment classiquement les lunettes astronomiques, les télescopes par exemple de type Newton et les télescopes catadioptriques. Ces télescopes, bien évidemment, visent à créer une image aérienne que l'on va observer ou photographier. La grosse difficulté, c'est que cette image, elle aura forcément des aberrations optiques et ça va poser des gros problèmes, en particulier en astrophotographie. Donc vous pouvez bien sûr prendre une simple lentille de lunettes astronomiques, vous avez déjà une petite image, mais ce ne sera pas suffisant. Et vous savez très bien qu'un objectif d'appareil photo est constitué d'un groupe important de lentilles déjà pour commencer cette opération de correction de l'image aérienne. Il existe sur le commerce beaucoup d'instruments différents. Les dernières générations de lunettes Petzval, par exemple, contiennent un correcteur intégré. Les lunettes ED aussi vont pouvoir être utilisées en astrophotographie avec un correcteur intégré. Le Newton, c'est pareil. Sinon, l'autre possibilité, c'est de travailler sur des formules optiques plus complexes, mais qui viseront à vraiment corriger les choses avec des ménisques à l'avant, avec des miroirs de différentes formes, ça peut être sphérique mais corrigé en amont ou en aval, etc. Et vous avez bien évidemment les Schmidt-Cassegrain, par exemple les dernières générations de chez Celestron, les Edge avec des correcteurs, vous avez les Ritchey-Chrétien qui ont des correcteurs, etc. Ou les Dalquercam qui sont également très très élaborés. Bien évidemment en planétaire, on travaille sur des rapports focaux sur diamètre élevé, l'image sur le plan focal que l'on va utiliser sera donc assez petite au regard du diamètre de l'instrument. Et donc au niveau correction, ça va bien se passer. Mais en ciel profond, on va essayer de travailler avec un rapport focal sur diamètre beaucoup plus bas. Le problème, bien évidemment, la correction, elle doit être absolument impeccable. Le principe, vous le connaissez, du rapport focal sur diamètre en photographie, par exemple, et vous avez tout simplement les rapports de diaphragme d'un objectif d'appareil photonumérique. Et là-dessus, vous savez très bien que si vous passez de f1.4 à f2 ou f2 à f2.8, vous allez déjà devoir multiplier par 2 le temps de pause. Avoir le rapport focal sur diamètre le plus court possible est indispensable en astrophotographie du ciel profond. Là-dessus, vos optiques, elles peuvent avoir des aberrations. Donc, on parle d'aberration de coma quand les rayons arrivent de façon oblique. Ça existe sur les lunettes astronomiques, oui. Et en plus de ça, il y a l'aberration chromatique en plus. Mais les télescopes à miroir ont également ce même type de problème. Et à mesure que vous avez un capteur qui est grand, eh bien la coma devient la plus importante à mesure qu'on s'éloigne de l'axe optique, donc un grand capteur est beaucoup plus exigeant. Vous avez sur les télescopes de Newton par exemple la différence entre le miroir parabolique en rouge et le cercle théorique d'un miroir sphérique, et vous voyez que des rayons parallèles sur l'axe optique de l'instrument ne convergent pas correctement quand vous avez un miroir sphérique, alors qu'avec un miroir parabolique ça se passe beaucoup mieux. Mais on n'a toujours pas corrigé la coma quand ça arrive cette fois en diagonale. Donc si nous reprenons nos 3 formules optiques principales, eh bien à chaque fois nous allons avoir des correcteurs. Une lunette ED, vous avez un groupe de lentilles ici, correcteur de coma pour un télescope de Newton. Vous pouvez avoir un réducteur de focale sur un télescope par exemple de type Schmidt-Cassegrain, et vous avez éventuellement des correcteurs intégrés, c'est les derniers Celestron de nouvelle génération. Là vous avez ici le capteur d'un télescope spatial et vous voyez que l'ensemble est globalement courbé justement pour s'affranchir d'avoir des correcteurs trop complexes dans le télescope lui-même. Donc
Au final, quel est le télescope qu'on va chercher à voir? On va chercher à avoir un rapport focal sur diamètre le plus bas possible pour pouvoir faire du travail du ciel profond. Bien évidemment, plus votre rapport focal sur diamètre est élevé, vous pouvez essayer d'avoir des réducteurs, mais le problème du réducteur, c'est que ça réduit d'autant mathématiquement la taille de l'image aérienne que l'on peut exploiter, ou sinon le problème c'est d'avoir une obstruction énorme, on le voit sur ce Ritchey chrétien, donc une grande partie de la lumière est quand même bouffée par la taille du miroir secondaire. Même chose sur les Schmidt-Cassegrain, là aussi on a une obstruction qui est importante, et même quand vous les avez en configuration chambre de Schmidt, et bien là vous avez une obstruction qui est importante. Tout ça on va essayer de l'éviter, c'est l'objectif du télescope Clavius dont nous allons parler aujourd'hui. Ça marche. Bon, alors l'histoire des Clavius, c'est une histoire effectivement qui est assez surprenante. Moi, je suis rentré dans l'aventure en 2004, j'avais envie de m'acheter un télescope, et puis je cherchais un télescope qui était compact, ouvert, avec un champ le mieux corrigé possible, très peu d'aberrations. J'ai commencé à chercher sur internet, j'ai vu des lunettes à peau qui coûtaient très cher, etc. Je suis tombé par hasard sur un site d'un fabricant français, Astronomix, qui vendait un télescope qui s'appelait Clavius. Alors c'était en conception, je les ai appelés. Et là, j'ai passé 3 heures au téléphone avec le fondateur qui m'a expliqué tout le bien fondé de cette formule que je connaissais absolument pas. Et j'ai décidé d'en commander un en fait. Et puis il y avait un peu de délai, bon an mal an, je me suis dit qu'il me fallait une monture. Et avec ça, j'ai commencé à réfléchir à des logiciels pour piloter une monture pour faire du GoTo. Et je me suis lancé dans la réalisation d'un logiciel. Et puis au bout de quelques mois, je suis retourné les voir chez Astronomix et je leur ai dit écoutez, je suis en train de faire un logiciel pour piloter les montures. Vous faites un télescope, vous n'avez pas de monture, je vous propose de travailler avec vous pour faire le pilotage des montures et de vous fournir le logiciel. Ils ont dit bingo et je suis rentré dans l'équipe de conception du Clavius. J'y connaissais strictement rien à l'optique à l'époque, j'étais plutôt un informaticien de formation. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu le concept du Clavius. Alors, Clavius, pourquoi? Ça vient de Clavé, qui était une société française de renom, comme il vient de vous être expliqué, qui a été rachetée, les brevets ont été rachetés par cette société, avec beaucoup de machines, avec des brevets sur des formules optiques. Et dans cette idée, ils avaient l'idée de refaire un télescope qui répondait en fait à la demande des utilisateurs de l'époque. Donc il y a une enquête qui a été faite, il y a des gens qui ont répondu, il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été mises sur le sujet, parce que les spécifications étaient quand même assez hors normes. On était sur un champ plan à l'époque, on était sur une ouverture à 6,2, on était sur un télescope qui pesait sur le petit 3,4 kg ou 3,5 kg, donc extrêmement léger, compact, entièrement en carbone. Et c'était quelque chose qui était complètement inhabituel. Donc en fait, l'idée c'était de produire ce premier télescope-là. Donc il y a une première version qui a été faite, un clavier V1 qui a été sous-traité à des gens qui fabriquaient de l'optique pour les militaires. Et il y a une cinquantaine de télescopes qui ont été vendus, avec notamment il y a eu quelques photos qui ont été faites de Saturne, où on voyait la division de Encke, donc ça a fait beaucoup de débats sur les forums à l'époque pour savoir si c'était possible dans un 166 de voir la division de Encke ou pas. Voilà. Et puis il y a une V2 qui a été faite, et moi je suis arrivé au moment de cette V2 là, avec une conception optique qui avait été revue, qui avait été faite par un monsieur qui travaillait dans le génie civil, qui avait participé à la construction de barrages en Chine. Donc on peut se demander à quoi ça peut servir d'avoir un ingénieur en construction des matériaux et en génie civil en optique. Et bien cette personne-là, en fait, elle a appliqué des techniques d'optimisation industrielle pour optimiser la formule optique, qui est un peu particulière parce que l'idée c'était de faire quelque chose de simple à polir. Donc premier postulat, toutes les surfaces sont sphériques. Pas de parabolique, pas d'hyperbolique, rien du tout, tout doit être sphérique. Et puis après, on rajoute tout ce qu'il faut pour corriger toutes les aberrations. Alors évidemment, un miroir sphérique, un secondaire sphérique, ça pose évidemment beaucoup de soucis. Aberration de sphéricité, ça va introduire de l'astigmatisme, il va y avoir la courbure de champ, etc. Et l'idée, ça a été de rajouter des lentilles jusqu'à temps que l'ensemble de toutes ces aberrations soit corrigé, y compris le côté chromatisme. Et c'est ce qu'a fait... Alors oui, je peux vous montrer sur le sujet, dans un relais, un télescope Clavius. Hop, on va retirer les protections. Donc vous avez le primaire qui est sphérique. La lumière arrive dans un secondaire qui est en fait, et ça a été une des clés d'accélération pour la résolution de la formule, c'est un miroir mangin, c'est-à-dire qu'il y a une surface sphérique sur le devant, la lumière rentre dedans, elle rebondit à l'arrière sur un miroir qui lui-même est sphérique et qui est illuminé sur l'arrière et ça retraverse. Donc il y a une double correction à l'entrée et à la sortie.
La lumière entre ensuite dans un relais optique où il y a un ensemble de lentilles qui sont toutes sphériques qui vont corriger l'ensemble des aberrations. Donc les lentilles sont positionnées comme ça va bien. Et puis derrière, avec une fois que les lentilles arrivent, vous avez la mise au point, voilà, juste derrière, qui arrive là, avec la dernière lentille qui doit arriver à peu près ici sur celui-là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recul. Un back focus qui va être d'à peu près 30 cm. Et puis une image qui est quasiment plane sur 1 degré de champ, 1,2 degré de champ sur les dernières formules. Alors c'est 1,2 degré de champ, quelle que soit la formule optique, parce qu'en fait le parti pris qui a été fait, c'est que l'obstruction centrale de tous les clavius, c'est 24% en diamètre physique. C'est-à-dire que sur les Schmidt casse-grain, vous arrivez entre 35 et 40. Sur les Richet chrétiens, vous êtes à plus de 40. Et sur beaucoup de télescopes astro aujourd'hui, on est à plus de 40. Alors c'est très bon pour le ciel profond, mais dès que vous arrivez sur du planétaire, la résolution, elle est moins bonne. Donc l'idée, c'était d'avoir un télescope à la fois qui soit bon pour du planétaire. Celui-ci, il est ouvert à 4,4, donc très bon aussi pour du grand champ. Et léger, parce que celui-là, il pèse 34 kg, donc pour quand même 480 de diamètre, ce qui est a priori hors norme là aussi par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Démontable, de façon à ce qu'on puisse le transporter facilement. Donc ça c'était les specs de départ. Alors dans les problèmes qu'il y a eu, et on en a eu beaucoup, ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps la société elle a mis la clé sous les portes, on avait pris le parti pris de faire des miroirs extraordinaires hyper légers avec de la mousse de carbone et une couche de verre mince dessus. Alors l'idée est intéressante, il y a des gens qui font ça aujourd'hui chez Zeiss notamment pour l'industrie aéronautique, mais nous à notre niveau en fait on a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça, notamment pour l'aspect stabilité, astigmatisme et maintien dans le temps du miroir en fait. Donc sur beaucoup de télescopes qui ont été faits, notamment sur les petits, sur le 166, où il y avait le primaire qui était juste en fait collé au niveau du barillet, avec le porte-à-faux derrière, on introduisait malgré la rigidité du carbone et puis de la bague, on introduisait souvent des tensions, ce qui faisait que régulièrement il y avait de l'astigmatisme qui était visible. Donc c'était compliqué, les clients renvoyaient le télescope et on a eu tout un tas de remboursements par rapport à ça. Donc dans les travaux que moi j'ai fait quand j'ai récupéré le stock qui partait au pilon à la liquidation en 2010, c'était récupérer tous les télescopes qui ne marchaient pas, donc tout cela c'était des trucs qui étaient au rebut, qui ne fonctionnaient pas. Là celui-là c'était le premier prototype que l'on a fait, il y en a un deuxième qui a été fait, qui a été mis à la mairie du Soleil, qui a été livré, et puis après c'était des 166 ou des pièces de 254. Alors là celui-ci il a été quasiment intégralement refait en fait, c'est plus le tube d'origine, il y a juste les composants optiques qui sont d'origine, tout le restant a été changé, y compris la partie porte-oculaire. Et pour corriger justement les difficultés qu'on avait sur ce modèle là, c'était la rigidité en fait. Le carbone qu'on avait pris n'était pas suffisamment épais et il y avait en photo notamment, il y avait des problèmes de flexion entre le porte-oculaire et puis le tube. L'autre chose qu'il y avait, c'est que le porte-oculaire était assez simple, il était basé avec 4 mouvements à billes qui coulissaient sur le relais qui est en aluminium. Alors c'était solide, ça marchait bien pour du visuel, mais la précision en photo n'était pas suffisante. Donc il y a un premier travail aussi qui a été de changer tout ça et mettre des porte-oculaires avec de la multiplication de façon à pouvoir faire des mises au point fines. Et ça a introduit un autre problème, c'est l'alignement en fait. Et l'alignement en fait dans un clavius c'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, pointu, parce que on a potentiellement des problèmes d'alignement par rapport aux lentilles qui sont dans le relais. Donc on a N lentilles à aligner toutes les unes par rapport aux autres par rapport à l'axe optique, ce qui veut dire que la précision de polissage pour l'axe optique de chaque lentille doit être bon de façon à ce que quand on les met ensemble dans le tube, la collimation soit correcte. Ok, ça marche. Au niveau de la collimation, c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait, en termes d'alignement notamment de tous les éléments optiques, parce que dans un relais de clavius, vous avez N lentilles qui sont toutes alignées les unes par rapport aux autres. Donc au-delà des précisions d'usinage, les précisions de débordage, c'est-à-dire la rondeur de la lentille, la précision de tolérance du centrage et du tube aussi, il faut que tout ça se soit positionné le mieux possible. Une fois que ça c'est fait, deuxième problème, c'est aligner le porte-oculaire, l'axe oculaire du porte-oculaire avec l'axe optique du relais. Donc là c'est le deuxième travail à faire, de façon à ce que là aussi, quand on déplace le porte-oculaire, ça reste dans l'axe. Et puis une fois que ça c'est fait, on a après, avec le miroir Mangin dont je vous parlais tout à l'heure, la difficulté de taper dans l'axe optique
de la première sphère, taper dans l'axe optique de la deuxième, et que tout ça, ça revienne parfaitement aligné. Ce qui fait que si le mangin, en termes de tolérance, les deux sphères ne sont pas parfaitement centrées, vous introduisez aussi de l'aberration. Et une fois que ça c'est fait, après, il y a à aligner le miroir primaire par rapport à cet axe global, de façon à ce que la collimation soit la plus propre possible. Alors, la mise au point est compliquée, mais la stabilité est très bonne. Ça c'est plutôt un avantage, donc c'est compliqué d'arriver à aligner tout ça, mais après ça bouge très peu, et il est possible d'ajuster, c'est les modifications notamment que j'ai fait, d'ajuster la collimation finale avec un réglage de barillet à l'arrière, comme on va retrouver sur un Newton en fait, de façon à tilter le miroir primaire qui, comme il est sphérique, peut être à peu près dans une position décalée. On arrivera toujours à retrouver plus ou moins le centre pour peu qu'il était bien aligné. Voilà, donc l'alignement, une fois qu'il est fait, il est relativement stable. Alors tout ça c'est des tests, hein, donc j'en étais arrivé à coller les portes oculaires de façon à ce que ça bouge pas du tout. Donc c'est complètement hérétique en termes de maintenance, mais au final j'ai fait un alignement optique, et puis j'ai aligné de manière optique le porte oculaire et je l'ai collé dans l'aligneur de façon à ce que ce soit parfaitement aligné en fait. Ce qui fait qu'après j'ai plus de problème par rapport à ça. Au niveau de la focale, celui-ci il est à 5,5 pour 254 mm de diamètre, donc c'est très lumineux. Il pèse 7,5 kg, donc il est extrêmement léger. Ouais, et puis il est compact hein, en fait, hein, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Le petit là-bas, le 166 fait 4 kg avec un porte-oculaire Feather Touch dessus en fait. Donc c'est vrai que pour le transport, pour le voyage, c'est des télescopes qui étaient designés sur le petit, qui étaient prévus pour voyager en bagage cabine en fait. Celui-ci, comme il pèse rien, si on a des problèmes de dos, c'est facile. Et puis ça permet de le mettre sur des montures qui sont un peu minimalistes. Donc là c'est... Ça c'est une monture, on dit tout le temps, monture équatoriale, contrepoids, etc. Ouais. Ça c'est une monture intéressante. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la Ouais. révolution constitue ces Oui. montures Ouais. Parce que là aussi, ça casse des préjugés et ça démontre des choses. Alors, ouais. Sur ces montures-là, en fait, toujours pareil, je suis parti du principe que pour le gros télescope là-bas, je voulais une monture équatoriale pour pouvoir le porter. Et pour éviter d'avoir une monture comme celle-ci, là, qui est excellente, hein, avec 40 kg de contrepoids et puis 40 kg de monture, donc 80 kg à transporter. Je voulais quelque chose, dans la logique du Clavius, quelque chose d'un peu différent, et puis une monture simple à porter. Et j'ai trouvé ce fournisseur en Corée, Obim Observatory, qui fabrique des montures avec ce qu'on appelle des moteurs harmoniques. Alors c'est assez surprenant parce que la monture c'est juste deux moteurs. Et le moteur harmonique, c'est un moteur qui a été inventé dans les années 50. Donc le principe est assez simple. Il y a une roue dentée et l'entraînement est fait par l'intérieur avec un pignon qui est elliptique en fait. Et le pignon en tournant déforme la roue dentée et c'est cette déformation qui va entraîner la rotation. C'est des montures qui ont des couples énormes. Elles sont utilisées aujourd'hui en robotique. C'est une fiabilité qui est aussi incroyable. Ça a des durées de vie en continu pendant plusieurs années. Ce qui fait qu'en utilisation astronomique, la durée de vie du moteur elle est de 100 ans, ou peut-être plus, je sais pas, mais il n'y a aucun stress par rapport à ce que ça fait. Ça a un couple phénoménal. C'est des moteurs, ces petits moteurs-là par exemple, là, qui sont là-dedans, sont capables de porter 40 kg à 50 ou 60 cm de distance et de les emmener sans aucun problème. Donc imaginez, là la monture, celle-ci elle est donnée pour 20 kg maximum, elle pèse que 4,5 kg et ça a juste un couple qui est tel que ça emmène facilement n'importe quel télescope. L'avantage c'est qu'avec ce couple énorme, justement, il n'y a pas besoin de contrepoids. Alors, toujours pareil, il y a une contrainte, c'est le trépied. Il faut que le trépied soit suffisamment large et stable pour que ça évite de basculer. Mais le contrepoids devient accessoire. Alors jusqu'à un certain poids, sur celle-ci c'est 10 kg maximum. Et puis après il faut mettre un contrepoids de 2-3 kg de façon à pouvoir porter une vingtaine de kilos. La difficulté de ces moteurs-là, et c'est pourquoi on ne les avait pas forcément mis au départ avant sur nos montures astronomiques. D'une part, ils sont très chers. Il y a une pénurie, étant donné que c'est difficile à faire, là, les tolérancements sont forts. Il y a une pénurie sur le marché, donc les prix sont élevés. Et puis il y a aussi une erreur périodique qui est importante. Alors, il y a des gens qui disent ouais c'est nul, il y a beaucoup d'erreurs périodiques. Elle est de plus ou moins 20 en natif. Elle est très linéaire, très stable. Par contre, il n'y a aucun backslash sur ces moteurs-là. C'est-à-dire que la correction, elle est immédiate et il n'y a aucun jeu. C'est l'avantage de la conception du moteur. Ce qui veut dire que
je mets la monture telle quelle en guidage, j'arrive à +1, -1 sans me fatiguer en fait. Donc il n'y a pas besoin entre guillemets de faire de PEC. Si je rajoute en plus dans le boîtier, il y a l'enregistrement de l'erreur PEC. Donc après on descend à +2, -2 ou +3, -3, ça dépend des montures. Et je rajoute le guidage, je vais descendre avec un guidage à 0,1, 0,2 en fonction de ce qu'on voit sur le ciel. Donc ce qui est extrêmement bon. Ça nécessite un guidage si on veut des très longues pauses. Maintenant sur des pauses qui restent courtes, sans auto-guidage, c'est quelque chose qui va être extrêmement pratique et simple à utiliser. Donc que dire de plus, elles sont assez robustes. Donc là ça a été conçu par quelqu'un qui faisait de l'astrophoto pour ses voyages. C'est le premier modèle qu'il a fait. Bon, celle-ci fait 4,5 kg, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est relativement simple. Alors je parlais du prix tout à l'heure, les moteurs étant plutôt rares. C'est le moteur qui coûte cher, c'est malheureux. Alors peut-être qu'un jour ça sera peut-être un peu plus en série avec nos amis chinois, je sais pas. Mais aujourd'hui celle-ci, sur le coût de production, les deux, un peu plus de la moitié, je disais les 2/3, mais je pense que c'est un peu plus de la moitié, viennent juste sur le prix des moteurs. Donc le prix en France est de 5 500, 5 600 euros. Il y en a au moins la moitié, c'est le prix des moteurs. Donc c'est un peu surprenant parce que c'est vrai que pour le prix de ces montures là, on peut trouver des montures qui portent des charges beaucoup plus grosses dans d'autres marques qui sont très bonnes aussi. Donc après c'est un vrai choix. Est-ce que je privilégie l'aspect nomanisme, le fait que j'ai pas de contrepoids à emmener, entre guillemets c'est des montures plug and play, donc est-ce que c'est ça qui m'importe, est-ce que j'ai le budget pour ça, versus des montures plus classiques qui vont fonctionner aussi très bien avec les systèmes d'autoguidage ou des optimisations. Après ça reste un choix personnel. Bah écoute, non, je pense que j'ai fait le tour. Sur celui-ci, t'as peut-être, je sais pas si t'avais pris l'avant, ouais, avec le. Alors vas-y, explique-moi. Ouais. Alors sur les miroirs, alors on avait mis la réflexion à l'externe en se disant que ça allait réduire la buée, mais bon au final ça change pas grand-chose. La formule est très sensible à la buée au niveau du secondaire. La fixation du secondaire, elle est faite par 4 vis, alors c'est pas non plus quelque chose qui est très courant. C'est pas forcément simple non plus à collimiter. La seule chose c'est qu'une fois que les vis sont bloquées, le secondaire il bouge plus du tout en fait. Donc c'est pour ça que la collimation reste très stable. Après l'autre option qui avait été faite c'était de prendre des aigrettes, des lames extrêmement fines pour avoir des aigrettes vraiment très fines. Donc tout ça c'est des petits choix de conception. Dernière chose intéressante, c'est sur l'arrière du télescope, vous voyez sur celui-ci, c'est vide de façon à ce que le flux laminaire passe en fait de chaque côté du miroir. Ce qui fait qu'au niveau de turbulence, sur ce type là en fait, c'est réduit à son maximum. Alors il y a un inconvénient, c'est que quand on fait de l'astrophoto avec des sols qui peuvent être blancs, il peut y avoir de la réflexion qui remonte dedans. Bon, c'est à protéger un petit peu. Et sinon, dans un pré ou en déplacement, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Voilà. Sinon, dernière petite info qui peut intéresser des gens, ces tubes carbone là sont faits par un monsieur en Allemagne, il s'appelle Klaus Emmerich. Celui-là, donc c'est un sandwich carbone de 9 mm avec de la mousse, il en fait aussi avec de l'Erex. Il fait des bases plates pour pouvoir les fixer. C'est 350 € avec la peinture, le tissu à l'intérieur, le flocage qui va bien, etc. Ça coûte rien, il perce les trous que l'on veut, donc ces prix sont extrêmement accessibles. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour faire des tubes pour des newtons, allez sur son site, vous verrez, les tarifs sont très bons, et puis il travaille relativement vite. J'ai mis 1 mois et demi, 2 mois pour avoir ce tube là. Donc c'est. Oui, alors sur le site Astromist, ASTROMIST, vous regardez, il y a une page dédiée au Clavius, et vous avez des photos qui ont été prises avec le 254, avec le 166 ou le 480, pour voir un petit peu la résolution que ça peut donner. Voilà. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de découvrir un petit peu cet instrument absolument unique. Merci Cyril d'être venu sur la chaîne, en tout cas sache que tu es le bienvenu quand tu veux sur la chaîne. Voilà, et c'est aussi pouvoir vous partager que voilà, l'optique, l'astronomie, c'est pas simplement on fait comme ça, il faut faire comme ça, et quelque chose de très très borné, mais il faut savoir expérimenter, il faut savoir essayer de comprendre son instrument de façon à en tirer le meilleur, et c'est ce que tu as fait Cyril, alors vraiment je te félicite pour tout le travail que tu as fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro pour des prochains épisodes. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à laisser un message dans l'espace commentaire. Cyril le verra, il pourra vous répondre. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci.
Merci, au revoir.